Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de la première bande-annonce de Venom numéro 2, Let There Be Carnage. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter une excellente bande dessinée dans l'univers Star Wars, une bande dessinée disponible à partir du 12 mai. Elle se situe 200 ans avant les événements de la menace fantôme et je vais vous en dire plus. Et cette bande dessinée a donc pour titre Star Wars, la Haute République. J'ai pu la lire avant d'accepter de vous la présenter dans le cadre de ce partenariat, donc c'est très sereinement que je peux vous affirmer que personnellement je l'ai beaucoup apprécié, aussi bien en termes de visuel, et bon on sait très bien que l'univers de Star Wars se prête à de magnifiques illustrations, mais aussi en termes de personnages et d'intrigues qui sont donc posés dans ces deux premiers épisodes. Cette Haute République située 200 ans dans la grande histoire de Star Wars avant les événements de la menace fantôme, c'est un peu l'apogée de l'ordre Jedi et c'est une époque qui va être explorée de très belle manière par cette bande dessinée qui va donc introduire des personnages à la fois énergiques pour certains, intrigants pour d'autres ou même carrément étonnants comme ces jumeaux qui sont liés psychiquement. De l'exploration de nombreux Jedi, une menace qu'on va découvrir peu à peu, tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent moment Star Wars et en plus à un prix raisonnable. Donc si cette bande dessinée Star Wars, la Haute République vous intéresse, eh bien vous trouverez un lien en description de la vidéo. J'en reviens maintenant à Venom 2, Let There Be Carnage, dont la bande-annonce est sortie ce lundi 10 mai. Et comme vous sans doute, j'ai pu entreapercevoir différents commentaires ou même des vidéos sur YouTube qui crachaient sur ce film au travers de cette bande-annonce. Alors je serai nettement plus mesuré dans la continuité de la critique que j'avais proposée du film en 2018. Pour rappel, dans ce premier volet, les éléments qui me semblaient réussis résidaient dans la performance de Tom Hardy, même si on peut bien sûr en discuter certains choix artistiques, et puis de l'autre, l'apparence qui avait été donnée sur grand écran à Venom. Alors oui, c'est vrai, le scénario de ce premier volet n'était pas bien fameux, et on avait de nombreux affrontements pas très convaincants, notamment tous ceux en numérique qui dominaient la fin du film. Mais il faut aussi se souvenir que ce premier film avait face à lui une tâche redoutable, à savoir introduire Venom sans avoir le droit de mentionner et encore moins de montrer Spider-Man. Revenons sur cette suite donc, à la réalisation de laquelle on va avoir Andy Serkis qui remplace Ruben Fleischer qui était à la tête du premier film. Andy Serkis est bien sûr connu pour son interprétation de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, sachant qu'entre-temps il a quand même réalisé Mowgli, et sans oublier son travail de seconde équipe sur la trilogie du Hobbit. En résumé, s'il y a bien une chose qu'on peut dire au sujet d'Andy Serkis, c'est que les effets numériques, les personnages de synthèse, il connaît. Visuellement, le principal reproche que je ferai à cette bande-annonce porte sur sa luminosité. On est bien souvent sur des scènes de nuit, ce qui est peut-être un choix pour ne pas trop en montrer trop tôt, un défaut qu'on a souvent reproché aux bandes-annonces des productions Sony. Il me semble néanmoins intéressant de souligner au passage que la photographie de ce film, on la doit à Robert Richardson, qui a notamment collaboré assez régulièrement avec Scorsese ou encore Tarantino. Le gars c'est pas Joe le rigolo, donc il est possible que visuellement ce film nous réserve quelques surprises, et a priori des bonnes, on peut l'espérer. Ce qui m'inquiète nettement plus, je vous l'avoue, c'est qu'au scénario on retrouve la même scénariste, Kelly Marcel, et oui, à une lettre près, quelquefois on passe de Marvel à Marcel, c'est la vie. Ce qui ressort immédiatement dès le premier visionnage de cette bande-annonce, c'est la volonté de se positionner dans la continuité directe du premier film, et notamment en termes de tonalité, dans la relation un peu ou carrément humoristique entre Eddie Brock et le symbiote avec lequel il forme Venom. Et justement, puisque cette approche cristallise de toute évidence le ressentiment d'une bonne partie du public rétif en termes de commentaires, de réaction initiale à cette bande-annonce et aussi au premier film, je pense qu'il est intéressant de s'y arrêter un moment. Pour commencer, il me semble que l'explication de cette approche un peu humoristique est relativement simple, même si on peut la décliner en plus ou moins 3 points. Premièrement, on trouve pas mal d'humour et de second degré dans les comics Venom. Ça ne valide pas pour autant le choix de reprendre ceci à l'écran dans l'adaptation, mais ça ne surgit pas de nulle part. Deuxièmement, cette suite n'allait certainement pas chercher à casser l'envie de Tom Hardy d'explorer cette relation en ce sens,
d'autant plus que le premier volet a très bien fonctionné au box-office mondial. Troisièmement, comment rester 100% sérieux et premier degré dans un film quand on traite du quotidien entre un homme et un symbiote extraterrestre qui doivent trouver un équilibre entre leur volonté et leurs pulsions respectives. On sait bien que la nourriture est un enjeu central pour le symbiote, et c'est vrai, on aurait pu partir sur un virage à 180 degrés et traiter la situation comme un drame psychologique, mais n'aurait-on pas alors encore plus risqué de sombrer dans le nanar pur jus? Sur les choix de tonalité du film, je pense qu'au lieu de s'appesantir sur l'humour, même si je peux comprendre certaines de ses critiques, on ferait mieux d'insister sur le degré de violence puisque c'était déjà très limite dans le premier volet avec du PG-13, et là avec l'introduction de Carnage, franchement ça va être très compliqué de rendre hommage, si je puis dire, à la violence de Carnage tirée des pages de comics à l'écran sans passer par du rated R, ce qui implique interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis, mais il y a très peu de chances, vraiment très peu, que ça se fasse pour évidemment des enjeux commerciaux, puisque les enjeux commerciaux vont très souvent l'emporter sur la volonté artistique, d'autant plus avec les incertitudes actuelles quand on sort en salle un gros film. Passé ces premières pistes, quant à mon avis, il reste énormément à dire en termes d'analyse de ces images et de potentiel concernant la fameuse rencontre de tout ce joli monde avec Spider-Man, du moins avec un Spider-Man. Parce que oui, si ce n'était pas encore clair pour tout le monde, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'un film du MCU, du Marvel Cinematic Universe, mais bien d'un film avec des personnages Marvel dont les droits appartiennent actuellement à Sony, et donc je reviendrai plutôt en fin de vidéo sur des théories concernant ce film Venom numéro 2 et l'avenir de Spider-Man. Et sachez que pour cette analyse, je m'appuierai entre autres sur celle qu'a proposée Andy Serkis lui-même sur cette bande-annonce dans une vidéo YouTube qui a été diffusée sur la chaîne IGN américaine. Mais alors bien sûr, j'essaierai d'aller plus loin et de venir éclairer les quelques sous-entendus glissés par le réalisateur. Commençons par les différents personnages de cette suite, et avant d'oublier, une mention rapide à Madame Chen qui tient toujours le bazar du coin, et qui connaît l'existence de Venom qui redresse au passage un magazine avec le visage de Stan Lee en couverture. Eddie Brock est toujours journaliste d'investigation et environ 1 an et demi s'est écoulé depuis l'action du premier film. Il cohabite tant bien que mal avec le symbiote et son appétit d'ogre. La chanson remonte aux années 30 et évoque un couple qui doit cohabiter en faisant avec ses différences. L'explosion du ketchup nous annonce la couleur, le sang va gicler, enfin du moins l'idée du sang plus que sa couleur si on reste sur une classification PG-13. On voit qu'Eddie tient une carte dans sa main et il y a de bonnes chances qu'il s'agisse de celle qu'on peut voir Cletus Kasady écrire depuis sa cellule. En effet, le réalisateur nous indique que le tueur psychopathe emprisonné, interprété par l'excellent Woody Harrelson, n'accepte d'échanger qu'avec Eddie Brock, comme s'il reconnaissait en lui quelque chose de différent. Et on sait aussi qu'une forme de jeu de piste macabre se tiendra entre ces deux personnages, avec comme principal enjeu la localisation d'un bon nombre des victimes que Cletus Kasady a laissées derrière lui. Cette relation de fascination entretenue entre Cletus et Eddie devrait agacer la police, représentée ici en la personne de Patrick Mulligan, un personnage connu des lecteurs de comics puisqu'il y devient Toxine, mais chaque chose en son temps. Mulligan tient un exemplaire du Daily Bugle qui fait sa une sur un article d'Eddie Brock, mais surtout renoue avec le style graphique établi par la trilogie de Sam Raimi. Alors oui, je sais que certains pensent deviner le mot Avengers à l'intérieur du journal, mais personnellement je suis convaincu que ça n'a rien à voir, puisque des tas de mots anglais finissent en Angers. Autre personnage et autre référence à un autre Spider-Man, l'Institut Ravencroft, de l'aveu du réalisateur, un lieu secret, inconnu même de la police. Et dans cet équivalent Marvel de l'asile d'Arkham de DC, on découvre Frances Barrison, alias Shriek, interprétée par Naomi Harris. Au sujet de Frances Barrison, le réalisateur a donc précisé dans son commentaire que parmi les autres personnages du film, elle avait un amour de jeunesse, pas besoin d'être devin pour savoir qu'il s'agit de Cletus Kasady, puisqu'ils ont plus ou moins cette relation dans les comics, et que dans le run Maximum Carnage, ils ont vraiment semé le chaos ensemble, en mode Bonnie and Clyde puissance 1000. De toute évidence, dans le film, on retrouvera au moins une partie des pouvoirs qu'on connaît à Shriek dans les comics, avec notamment des ondes de choc créées par ses cris, sachant que dans les comics, elle peut aussi tirer
les gens vers leurs sentiments les plus sombres, elle peut aussi l'éviter, etc. On verra bien ce qu'ils feront dans l'adaptation. Et donc on distingue les casques anti-bruit de ceux qui s'approchent de sa cage transparente. Outre ce style visuel de la une du Daily Bugle qui renvoie à la trilogie de Sam Raimi, je parlais d'une autre référence à un autre Spider-Man, et il s'agit bien sûr donc de Ravencroft, cet asile, puisqu'on en voyait une version dans The Amazing Spider-Man numéro 2 de Mark Webb avec Andrew Garfield, et c'est là que les expériences étaient menées sur Electro. On a donc d'un côté une référence à la trilogie de Sam Raimi, de l'autre une référence à la duologie de Mark Webb, et de mon point de vue il ne s'agit absolument pas d'une coïncidence, mais rassurez-vous, j'y reviendrai en détail dans la partie finale de la vidéo avec les théories sur le futur de Spider-Man, le rôle que pourrait éventuellement jouer l'asile Ravencroft, etc. Pour le moment restons simples avec cette araignée écrasée sur la carte que Cletus écrit à Eddie Brock, comme un présage un peu pas subtil du tout, si vous voyez. À partir de ces personnages que je vous ai présentés, et en rappelant que dans les comics du moins, le symbiote qui s'attache à Cletus Kasady est un rejeton de celui attaché à Eddie Brock, on peut faire pas mal de déductions concernant les différentes scènes que nous montre ce trailer. Commençons par le passé avec celui que Frances et Cletus ont certainement en commun, un passé traumatique rempli de mauvais traitements et de déviance sadique. Les dessins et gravures de Cletus sur les murs comme sur papier témoignent de divers motifs récurrents. On a l'ours en peluche, les gueules de prédateurs, ce qui pourrait correspondre à des flammes éventuellement, des petits personnages qui le représentent lui ou encore les enfants qu'il aurait tués, et on a aussi un arbre. Eddie a reçu ou récupéré des dessins de Cletus et on peut deviner ce qui ressemble à la façade d'une église avec une forme sombre sur son seuil, idée renforcée par le vitrail de fin et l'église ou cathédrale que Venom escalade en se prenant presque pour Batman sur une gargouille. En regardant bien, on peut estimer qu'on a au moins 4 bâtiments marquants, 4 lieux importants dans cette bande-annonce, voire même 5. Il s'agit de la prison de San Francisco, là où Cletus Kasady est incarcéré et doit se faire exécuter. Il s'agit aussi de l'asile Ravencroft, mais aussi du bâtiment en flammes et enfin de l'église. La prison d'abord, là où en toute logique, une partie du symbiote Venom sera attirée par Cletus, à moins que ce transfert ne se fasse au travers du courrier échangé entre les deux hommes. Mais on parle potentiellement de 2 prisons et donc de 5 lieux, si celle de Cletus n'est pas la même que celle de l'insurrection qu'on nous montre rapidement, sachant que libérer des prisonniers correspondrait bien au projet de chaos que Shriek et Carnage voudront semer. Le bâtiment en flammes pourrait appartenir au passé, il pourrait s'agir de l'orphelinat qui a vu grandir Cletus et Frances, et qu'ils auraient cramé en partant, ou sinon ils sont retournés le cramer plus récemment. En effet, la forme de ce bâtiment ne correspond pas du tout à celle de l'asile Ravencroft, bâtiment que Carnage semble occuper en détruisant hélicoptères et voitures grâce à ses appendices. Pas étonnant puisqu'il viendra certainement libérer Shriek de ce lieu étrange qui pourrait avoir une certaine importance pour la suite. Enfin, l'église dont on devine l'extérieur avec l'escalade de Venom, mais aussi l'intérieur avec ce qui ressemble à des échafaudages. Une église ancienne peut-être ou éventuellement encore en réparation suite à un ancien incendie, ce qui pourrait éventuellement la relier au bâtiment en flammes. Et bien sûr, on sait que les églises ont une place relativement importante dans l'histoire des symbiotes dans les comics. Dans les BD, c'est dans l'une d'entre elles qu'Eddie Brock avait reçu le symbiote dont Peter se débarrassait grâce aux vibrations de la cloche. Ce qui est clair, c'est qu'un symbiote est déjà dans le sang de Cletus alors qu'il doit recevoir l'injection fatale de son exécution, ce qui marquera forcément sa première et dévastatrice transformation. Et c'est d'ailleurs sans doute la nouvelle de cette exécution à venir qui pourrait expliquer la crise de Shriek alors qu'elle tient un papier entre ses mains et pense peut-être qu'elle ne reverra alors jamais le sémillant Cletus. Cette renaissance de Cletus va venir confirmer certains de ses délires ou prémonitions, appelez-les comme vous voudrez, puisqu'on devine la phrase « The Phoenix will rise » sur le mur de sa cellule, ce qui implique cette idée christique de résurrection qu'on retrouve dans l'imagerie face au vitrail. Et ici, il me semble intéressant de rappeler que dans un run de comics récent qui s'appelle Absolute Carnage, qui est plus récent que Maximum Carnage, on a bien l'idée de divinité, même de dieu des symbiotes, avec le personnage de Knull, pour le prononcer à la française, pour que vous compreniez bien de qui je parle, K-N-U-2-L. Alors je ne pense pas que ce personnage très puissant sera introduit dans ce Venom numéro 2, mais peut-être qu'on retrouverait certains éléments d'état d'esprit de Cletus Kasady qui sont développés dans Absolute Carnage, à savoir une fascination pour ses aspects transcendantaux et ésotériques.
Et pour partir nettement plus loin dans le terrain des spéculations, sans vraiment de fondement solide, c'est juste une idée comme ça qui m'est venue, on pourrait supposer que les talents de détective de Eddie Brock pourraient lui sauver la mise s'il parvenait à retourner Shriek, Frances Barrison, contre Carnage, Cletus Kasady, en venant découvrir un élément caché de leur passé, puisque déjà un Venom tout seul face à Carnage, eh bien il va vraiment beaucoup galérer, sachant que la puissance de Carnage de base est supérieure à celle de Venom, il a plus de force physique, et il a plus de capacité de manipulation de son symbiote, il peut même, d'après les dires du réalisateur, se transformer en brouillard dans cette version, donc Venom va en chier. Avant d'en venir à Spider-Man, un petit mot sur Toxin, puisque dans les comics, le policier Mulligan devient Toxin avec un rejeton de Carnage. Alors je trouve que ce serait très redondant d'introduire Toxin à la fin de ce Venom numéro 2, ça ferait vraiment beaucoup penser au final à la scène post-crédit du premier Venom. Alors on n'est pas à l'abri de ce genre de format de répétition, mais je suis vraiment très prudent, on va dire, un peu mitigé sur l'introduction de Toxin. Je trouve qu'il n'apporterait pas grand-chose à la dynamique qui existera déjà entre Venom et Carnage, donc on verra bien si c'est juste un petit clin d'œil aux fans de comics. Venons-en maintenant au gros morceau, à savoir Spider-Man, son avenir, les liens entre l'univers Sony et l'univers MCU, mais je dois vous prévenir, pour aller me balader sur ce terrain-là, il va falloir que j'évoque de potentiels spoilers sur No Way Home, le prochain Spider-Man attendu pour le mois de décembre. Donc si vous ne voulez pas du tout vous spoiler, mieux vaut vous arrêter là et vous abonner à la chaîne avant de partir quand même. Premier élément concret, on sait que de récentes négociations ont eu lieu entre Sony et Disney qui détient Marvel. Et pour nous, l'élément visible pour nous, pauvres mortels, c'est la possibilité de retrouver les futurs films Spider-Man sur Disney+, en tout cas pour les États-Unis, parce que pour l'international c'est compliqué, il y a des règles différentes dans les pays, etc. Mais on peut supposer que d'autres éléments ont été négociés en coulisses, sans qu'on le sache donc, avec notamment le droit d'utiliser certains personnages appartenant actuellement à Sony dans des prochains films du MCU, ou encore une notion de multivers plus ou moins partagée, mais là on est dans la spéculation. Deuxième élément clair et net, tout le monde sait que les films Sony, à partir des personnages Marvel dont Sony détient les droits, feraient beaucoup plus de vues, attireraient beaucoup plus de spectateurs en salle, en y incluant Spider-Man, ou en tout cas une version de Spider-Man. Troisième élément solide, on sait pertinemment que la notion de multivers sera abordée non seulement dans le prochain film Spider-Man, No Way Home, mais aussi dans le prochain film Doctor Strange, en début 2022, et cette notion de multivers, elle va être très importante pour la suite du teaser. Élément supplémentaire, mais cette fois sans qu'on soit dans la certitude absolue, je suis personnellement convaincu qu'on verra les anciens Spider-Man, à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, dans ce No Way Home, ce Spider-Man 3 sous l'ère Marvel, avec Tom Holland, et donc on les verrait dès le mois de décembre de cette année. Outre la coolitude d'une telle rencontre, dont les prémices avaient déjà été plus ou moins posées par le film d'animation, l'excellent film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, on peut peut-être voir un projet qui se profile derrière. Et oui, rappelez-vous, comme Kevin Feige, la tête pensante du MCU, l'a affirmé lui-même il y a quelques temps, Spider-Man serait le seul héros susceptible de passer d'un univers cinématographique à l'autre. Initialement, je pensais qu'il faisait alors référence au Spider-Man incarné par Tom Holland, et je me demandais comment tout ça pourrait efficacement s'organiser pour faire coïncider deux univers avec des ambiances assez différentes. Ce qui vient ouvrir de nouvelles perspectives, c'est la réintroduction des versions de Tobey Maguire et de Andrew Garfield qui seraient en quelque sorte canonisées par leur apparition dans No Way Home dans le MCU, même si ces personnages proviendraient d'univers différents à celui de Tom Holland, enfin de sa version de Spider-Man. Vous l'aurez sans doute compris, à partir de là, on peut clairement imaginer que Venom finira par rencontrer une version de Spider-Man, reste à savoir laquelle. J'aurais plutôt tendance à pencher pour celle de Andrew Garfield, qui pourrait éventuellement, je n'en sais rien, se retrouver dans un univers différent de celui du sien d'origine durant les événements de No Way Home. Alors oui, je sais que cette idée peut sembler un peu saugrenue, un peu complexe, mais franchement, par rapport aux événements qu'on voit dans les comics depuis des dizaines d'années, c'est pas si compliqué. Par ailleurs, il faut rappeler qu'on sait que Sony a dans ses cartons un projet de film Madame Web, et puis un autre dont le sujet est secret,
mais qui a de fortes chances, de mon point de vue, de concerner Spider-Woman. Il faut savoir que dans les comics, ce qu'on appelle la toile de la destinée relie les différentes versions de Spider-Man dans le multivers, et on peut dire qu'en quelque sorte, Madame Web, cette voyante, pourrait servir de point nexus pour les mettre en contact les uns avec les autres. On pourrait aussi imaginer que Spider-Woman pourrait devenir une grande protagoniste de ses futures aventures. Enfin, dans le commentaire que Andy Serkis faisait sur la bande-annonce, j'ai cru comprendre quelque chose à demi-mot concernant l'asile de Ravencroft. Il a dit que c'était un endroit un peu particulier, et je me demande si certaines expériences ne pourraient pas s'y dérouler, pourraient éventuellement en partie expliquer cette notion de multivers, d'accès au multivers, et peut-être aussi de faciliter l'interconnexion de certains adversaires emblématiques de Spider-Man. Qu'il y ait ou non un rôle de cet asile de Ravencroft dans ce qu'on peut appeler le Spider-Verse, il y a de très fortes chances, même une quasi-certitude, qu'on en verra les effets non seulement sur Spider-Man, mais aussi sur ses adversaires emblématiques, au premier rang desquels Norman Osborn, qui pourrait avoir un rôle important dans No Way Home, mais aussi dont on verrait une nouvelle version dans le MCU, et qui donc aurait un rôle important dans les années à venir, et sans doute de nombreux films. Et bien sûr, comme toujours, il est impossible de prédire à l'avance si le public suivra Marvel et Sony dans ces incroyables aventures, et ce qui le décidera, ce ne sera pas la complexité de ces concepts, non, ce sera tout simplement la capacité de ces films à plaire, à réunir du public, et sachant que Venom a eu cette capacité, malgré les critiques assassines qui ont été faites à son encontre, et je ne dis pas que c'est un bon film, le premier Venom, je le considère comme moyen avec beaucoup de défauts, ma critique est toujours disponible sur ma chaîne, mais disons que j'ai bien compris que beaucoup de monde attendait avec impatience ce Venom numéro 2, et je ne pense pas qu'il mérite d'être massacré, d'être mis au pilori comme l'exemple du pire film de ces dernières années, comme certains semblent le sous-entendre. Donc je reste relativement curieux de découvrir la suite, et surtout cette suite d'un éventuel Spider-Verse cinématique. Si vous avez apprécié cette vidéo mais que vous n'avez toujours pas jeté un œil à mon livre Captain Popcorn Universe, que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je suis désolé, mais je serai obligé de vous infliger la coiffure de Cletus Kasady, et attention, celle qu'il avait lors de la scène post-crédit du premier film Venom, qui a été modifiée par Andy Serkis, sans doute parce qu'il ne pouvait pas la supporter, heureusement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!